Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Un an à peine après leur mise en place, le torchon ne cesse de brûler dans certaines agglomérations urbaines à régime spécial. Dans ce registre consacré au conflit de compétences qui oppose le maire de la ville de Yaoundé à certains maires de communes d'arrondissement. Le problème de la gestion des territoires reste la principale paume de discorde. La construction des boutiques par le maire du 6e arrondissement de Yaoundé a failli virer au drame suite à l'affrontement entre la police municipale de la dite mairie et celle de la ville ayant reçu l'ordre d'arrêter les travaux. Il y a quelques jours, et dans l'arrondissement voisin de Yaoundé 7, c'est le maire Augustin Tamba qui marquait son étonnement face à la démolition par les services de la communauté urbaine de Yaoundé de 60 boutiques communales en fin de construction. Ces deux clichés viennent exposer le malaise qui prévaut entre la mairie de la ville et ces deux communes d'arrondissement. Cette situation ne saurait être l'apanage de Yaoundé, doit la reste assimilée à un volcan toujours en activité. D'un conflit de compétences, on s'achemine dans certaines localités à une guerre d'ego, conséquence de toutes les frustrations et plaies béantes laissées par le mode de désignation des maires de ville, tous investis par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les élus sans véritable compétition. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Gestion des espaces verts et marchands dans nos villes, l'éternel conflit. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Emmanuel Lebon Afana. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes de ce soir. Là, vous êtes, je reste sur une casquette, analyste politique, parce que l'autre côté, il ne faudrait peut-être pas l'évoquer ici. Oui, l'autre côté, il ne faudrait pas l'évoquer ici, ou du moins, je ne peux pas encore l'évoquer ici. Voilà. Donc, je préfère rester sur la casquette d'analyste politique. Et j'espère que je serai à la hauteur, que mes réponses permettront d'étayer la lanterne de nos millions de téléspectateurs. Voilà. En face de vous, Joseph René Mboutouzé. Bonsoir, Joseph. Oui, bonsoir Serge Alain, bonsoir tous les téléspectateurs d'Equinox. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que nous allons faire un débat constructif qui pourra aider ceux qui nous suivent dans l'ensemble des ménages du Cameroun. Voilà, à côté de vous, lui c'est un ancien conseiller municipal, Douala Premier, pour le mouvement progressiste. Hilaire Maker-Zipan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. C'est vrai que les gens ne me voient pas trop assez. Cela est dû au fait que le présidium dont le mouvement progressiste fait partie, dans les 7 partis qui ont lancé l'initiative de la modification consensuelle du code électoral, nous absorbe énormément. Nous sommes à la phase de triage cette fois-ci et nous pensons que dans les délais que nous serons fixés, nous allons avoir d'un côté l'amélioration du code avec les dispositions que nous allons apporter pour la modification et de l'autre côté un code alternatif. C'est la raison pourquoi à vos nombreux spectateurs, je dis donc qu'ils me verront beaucoup plus tard. Pour le moment, la place est à la réflexion. Et nous essayons de contribuer au mieux pour que notre pays puisse ne pas être à l'hécatombe après le départ du président Biya, ou du moins en abordant les prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Vous parlez d'hécatombe. Hilaire Zipan, je reste avec vous. C'est le domaine, vous le maîtrisez. Comment comprendre qu'on en arrive? J'ai pris ces deux cas, Yaoundé 6 et dernièrement Yaoundé 7. Comment on en arrive à un affrontement entre on va dire, les troupes, la police municipale de Yaoundé 6 et la police municipale de la mairie de la ville.
Qu'est-ce qui se passe? Conflit de compétences ou bien il y a autre chose derrière? D'abord, pour planter... Tous les deux ont les textes, pourquoi certainement, chacun interprète à sa façon? Certainement, Serge Alain. Pour que les téléspectateurs puissent avoir le fil conducteur de l'argumentaire que je vais développer par la suite, il s'agit donc d'abord dans un premier temps d'expliquer un peu comment nos villes ont évolué dans leur gestion ou dans leur administration. D'abord, dans les années 70-80, pour ne pas dire au début de l'indépendance, les sous-préfets étaient également des maires dans certaines circonscriptions. Et les villes n'avaient pas les tailles d'aujourd'hui. Premier élément. Deuxième élément, le budget n'était pas conséquent. Et puis, troisième élément, la démographie n'avait pas pris autant d'ampleur. Quand j'ai fait cette économie-là, vous voyez donc que rapidement, on tombe dans les textes de 74, qui cette fois-là plante le décor de l'organisation d'une ville, mais ne leur donne pas suffisamment des textes les permettant de fonctionner d'une manière autonome. Bien naturellement, à l'avènement de la démocratie, nous avons les textes de 2004, qui cette fois-là vient un peu réélargir et donner un peu les champs de compétences d'un côté de la communauté urbaine et de l'autre côté les communes d'arrondissement, parce que c'est dans ce cas-là que les conflits se présentent. Alors, si je pars de 2004 ou de la décentralisation en 1996, pour que nous comprenions très bien, il est dit très clairement que c'est les communes et les régions qui font partie de la décentralisation. La communauté urbaine, ou du moins les communautés urbaines, ne viennent pas que par la loi. Mais, curieusement, un certain nombre de compétences appartenant à la commune est transféré au niveau de la communauté urbaine, cette fois-là, sans ne pas prendre beaucoup de précautions. Et là, je vais faire une digression pour ne pas prendre compte du temps qui est très court pour aller à l'essentiel. Les communes d'arrondissement ont des limites territoriales bien définies. Les communautés urbaines n'ont pas de limites. Premier élément. Ça veut dire qu'au point de vue compétence sur la territorialité, en fait, c'est les communes qui emportent sur les communautés urbaines. Pour prendre le cas suffisamment précis, en ce qui concerne par exemple les équipements marchands, sur le principe, c'est les communes qui emportent. Ce d'autant plus que c'est le propriétaire qui perçoit le loyer. Pour faire simple. Mais dans le cas des textes, c'est la communauté urbaine qui perçoit complètement les loyers. Restons. Prenons le cas du marché central de Douala. Exact. Exact. Qui doit faire quoi? En principe, le marché central appartient à qui? Le marché central appartient à la territorialité de Douala 2e. Non, dites à la mairie d'arrondissement de Douala. La mairie d'arrondissement de Douala 2e. Voilà. C'est le marché central de Douala. Le marché central de Douala. Oui. Comme le marché de Nudeido appartient à la commune de Douala 1er. Comme le marché Saraga appartient à la commune de Douala 1er. Mais dès lors, une fois qu'on a créé la communauté urbaine, on transfère donc la compétence, cette fois-là, de la commune d'arrondissement à la communauté urbaine. Mais l'esprit, dans le texte, c'était pour faire des travaux. En fait, les compétences des communes d'arrondissement, c'est pour deux axes. Construction de la ville, en ce qui concerne ces grands travaux, et naturellement. Et cette fois-là, le développement en ce qui concerne l'urbanisation de la ville. Parce qu'il faut un schéma directeur pour avoir une visibilité globale. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de ville en Afrique. Il n'y a pas de villes africaines, il y a des villes qui sont en Afrique. C'est-à-dire que les mêmes problèmes qui s'opposent dans les communes à Paris, les mêmes problèmes s'opposent seulement à Douala. À la seule différence que c'est à Douala qui est au Cameroun et l'autre, c'est complètement en France. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, vous voyez qu'on demande à la communauté urbaine qui n'est pas propriétaire de percevoir les droits de place dans les équipements marchands. Voilà la première compétence. Mais à partir du moment où les ressources, les centimes additionnels communaux de la commune constituent le maillon essentiel, on trouve ces centimes additionnels communaux dans les activités commerciales dans les villes. Et là, nous trouvons dans une ville comme Douala, dans les équipements marchands. Donc, que ce soit le loyer, l'impôt libératoire, l'hygiène et salubrité, l'électricité. Donc, tous ces gens-là se trouvent. Alors, quand vous avez aspiré toutes ces ressources et vous avez versé à la communauté urbaine, il va sans dire que les communes d'arrondissement sont pauvres. Et là, je reste dans le cas de Douala 2e. Vous voyez un scandale qui est en train de se préparer à Douala 2e. Ces derniers temps, si vous allez sur l'axe, on appelle le boulevard le plus important de Douala, Nations Unies, vous avez vu que la mairie a tracé complètement la voie publique en numérotation et va installer les gens sur la voie publique. C'est-à-dire qu'on refuse les gens de s'installer déjà sur le trottoir. Cette fois-ci, si on allait plus loin, ils demandent de s'installer sur la voie publique. Alors, la voie publique appartient à qui? À la communauté urbaine. À la communauté urbaine. Donc, vous voyez que, à force, en refusant donc de donner les marchés aux communes d'arrondissement,
on les a poussés à aller chercher l'argent sur la voie publique. Donc, le désordre est entretenu par l'État lui-même. Okay. Exact. Donc, pour que les gens comprennent très bien. Voilà. Et le dernier élément que je voulais dire, pour terminer, le schéma directeur d'une ville est défini dans un ensemble. C'est-à-dire qu'entre la commune d'arrondissement, la communauté urbaine, les populations et la société civile. Ça, c'est le plan d'urbanisation qui définit le schéma directeur d'une ville. Or, lorsque cela est accepté par une ville, il y a une délibération qui l'accompagne. Je ne comprends pas trop bien comment les conseillers qui sont votés par les populations laissent l'exécutif municipal faire. Donc, ils sont comptables de ce désordre qui s'installe, ce d'autant plus que cela se passe au conseil. Et comme le mouvement progressiste... Vous dites que la population laisse les conseillers faire? Oui. La population laisse les conseillers faire. Il faut qu'ils demandent des comptes aux conseillers. Ouais. Bien sûr, des comptes aux conseillers qui ont voté les conseillers. Et s'ils les laissent faire, c'est à eux de rendre. Parce que c'est les conseillers qui, par délibération, donnent pouvoir à l'exécutif de poser tel ou tel acte. Et je prends pour le cas de Douala 2e. Est-ce que les conseillers de Douala 2e ont vu cette installation anarchique sur la voie publique? Voilà, on va rester sur cette installation anarchique. Emmanuel Lebon Afana, vous avez vu ces images des comptoirs, la commune d'arrondissement de Douala 2e qui installe littéralement les commerçants sur la voie publique. C'est numéroté. Hein? Comment comprendre ça? Il a dit c'est parce qu'on a dépouillé un certain nombre on a dépouillé les communes d'arrondissement d'un certain nombre de compétences. Elles sont en train de les arracher. On s'achemine vers un conflit. Bon, en fait, le problème se trouve à deux niveaux. Oui. Il y a d'abord la question de la décentralisation, la question de l'urbanisation ensuite. Et en matière de décentralisation, il y a des textes qui ont été mis en place par notre pouvoir législatif, qui ont été adoptés par le pouvoir législatif, notamment le Code général des collectivités territoriales décentralisées en 2019. Il y a eu les textes d'application relatifs aux communes, aux régions également, qu'on a appelé communément les lois de 2004. Mais en réalité, les compétences sont délimitées dans ces différents textes que je viens de citer. Par exemple, pour le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est clairement défini que les communautés urbaines s'occupent du volet intercommunautaire. C'est-à-dire des questions parce qu'à l'intérieur d'une communauté urbaine, il se trouve de nombreuses communes rurales ou d'arrondissements. Alors, les pouvoirs sont clairement définis à ce niveau. Si nous nous occupons du volet intercommunautaire, ça veut dire que les éléments comme les projets structurants, comme les grands travaux, sont du ressort de la communauté urbaine. Alors que les éléments locaux ou les projets locaux qui ressortent, n'est-ce pas, des plans de développement communaux, sont de la compétence des communes d'arrondissement. Il est clairement dit cela. Maintenant, le problème se trouve, comme j'aime souvent le dire, c'est que nous sommes dans un état où certaines personnes, lorsqu'elles sont portées à certains postes de responsabilité, ne prennent pas le temps ni de s'informer sur le contenu qui constitue la charge de travail qui est la leur ou de responsabilité qui est la leur dans ce poste de responsabilité, et en plus ne s'entourent pas des personnes suffisamment compétentes pour les guider dans leur mission. Et c'est à ce moment qu'on arrive donc à ce genre de situation. En réalité, les textes ont tout prévu pour la séparation des compétences entre les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. Maintenant, c'est vrai, il y a une petite difficulté qui apparaît au niveau de la compétence territoriale, puisque on va par exemple dire, pour le cas des projets de restructuration, notamment les espaces verts dont nous parlons aujourd'hui, ou les espaces marchands, la loi va clairement dire que l'initiative appartient aux communes. Mais la réalisation du projet se fait avec la supervision ou la coordination de la communauté urbaine. Et maintenant, pour certains autres travaux, il faut établir une certaine corrélation, ce que M. Zipan a appelé tout à l'heure, les décisions de conseil.
il faudrait qu'il y ait une conjonction de décisions entre le conseil municipal et le conseil de la communauté pour pouvoir mettre sur pied un certain nombre d'infrastructures dans les villes. Mais je reste sur ma logique, c'est qu'il y a un problème d'ignorance, il y a également un problème de mauvais entourage. Ok. Joseph René Mboutouzé, l'article 244 du Code général dit que le conseil de communauté est composé des maires et des communes est composé des maires, des communes, d'arrondissements, des représentants. Voilà. Comment comprendre qu'on en arrive à ce déchirement, on va le dire comme ça, alors que c'est des décisions qui doivent être prises en présence et des maires et communes d'arrondissement et du maire de la ville. Comme c'est le cas à Yaoundé 7, le maire, Augustin Tamba, dit avoir informé la hiérarchie. Quand il parle de la hiérarchie, je suppose que c'est le maire de la ville, par rapport à la construction de ces 60 boutiques. Il dit qu'il est surpris qu'on vienne détruire tout ça. Est-ce qu'il y a un problème? La communication, il y a un problème de communication? Ou bien c'est les égos, comme tu l'as dit? Chacun fait, ou bien le maire, comme il est dans son arrondissement, il pense que c'est lui qui est le maître, c'est ça? Ou bien le maire de la ville a son mot à dire partout? Non, vous savez, avant il y avait les communautés urbaines et dans les communautés urbaines il n'y avait pas un conseil. Maintenant qu'il y a les mairies de la ville, conseil de communauté. On a pris dans chaque mairie des conseillers municipaux qui forment dans le conseil de la mairie de la ville. Donc je pense que... Ça tu existais, non? Il a dit pas avec les grands conseillers. Non, bien sûr. Ça tu existais. Voilà, c'est un ensemble de différents conseillers qui avaient été élus dans les différentes mairies de la ville qui forment maintenant le conseil de communauté. Alors je ne pense pas que lorsqu'ils se réunissent là-bas, dans le cadre de la mairie de la ville, qu'ils oublient qu'ils sortent d'abord des mairies d'un arrondissement précis, d'une mairie précise. Je crois que ces accords-là doivent d'abord commencer à ce niveau. Par exemple, si vous êtes grand conseiller de Douala et que vous sortez de la mairie de Douala 5e, vous ne pouvez pas aller là-bas dans l'optique de croire que la mairie de la ville devrait défavoriser les actions de la mairie de Douala 5e. Mais moi, je ne suis pas un juriste. Je vais laisser le soin à mes deux autres panélistes de parler de droit. Moi, je vais parler en tant que manager pour dire que au Cameroun, nous avions beaucoup de problèmes de juridisme. Voilà. Or, et lorsqu'on s'arrête sur des cas de juridisme, on perd un peu ce qu'on appelle la légitimité. Parce qu'il y a un conflit permanent entre la légalité et la légitimité. Si on s'arrête tout le temps sur des problèmes de légalité, on perdra de vue des problèmes de légitimité parce que la légitimité appartient au peuple. Et comme la légitimité appartient au peuple, cela voudrait dire que tout ce qui est fait dans l'action publique, tout ce qui est engagé dans les politiques publiques, concourt au bien-être du citoyen. Alors l'action du maire de la ville et des maires d'arrondissement devrait d'abord aller pour la satisfaction du citoyen de la ville de Douala. C'est-à-dire que les querelles entre ces deux entités ne devraient pas être de nature à venir empiéter sur le bien-être que les populations de la ville attendent. Et pour cette raison, il est préférable que parfois, même si de première vue, la loi peut vous donner raison, mais la légitimité que vous voudrez que l'action légitime qu'un acteur, soit-il le maire de la ville, pose et qui va en direction de renforcer le bien-être du citoyen, soit prise en compte par la mairie de la ville. Par exemple, quand on construit les boutiques, je suppose que c'est parce que la demande est réelle. Et l'aménagement urbain impose que ces boutiques soient construites. Est-ce que pour des problèmes de juridisme, le maire de la ville doit venir casser des boutiques qui sont déjà... Permettez donc, Joseph René Mboutouzé, vous avez pris le cas de ces boutiques. Le maire de Yaoundé 7 dit exactement ceci, en réponse au problème d'occupation anarchique du carrefour Nkolbison par des petits commerces. La mairie a entrepris de construire
un espace commercial afin de recaser les commerçants. Oui, et en plus, vous savez, Serge Alain, lorsqu'un maire construit les boutiques, ce ne sont pas les boutiques du maire, Voilà. ce sont les boutiques de la mairie. Ouais. Parce que ces boutiques sont construites avec l'argent public. Voilà, ça veut dire que c'est la fortune publique qui est dépensée là-dedans. Ce sont donc des édifices publics. Comme on a vu le maire, en principe, le délégué Timi Vouna construire beaucoup de boutiques à Yaoundé, il est parti, les boutiques sont là. Et un principe de droit administratif qui dit qu'un édifice public, même mal bâti, ne peut pas être détruit. Oui. C'est-à-dire qu'on a déjà pris de l'argent du contribuable pour construire un édifice public. Même s'il est mal bâti, il ne saurait être détruit n'importe comment. Alors, je ne pense pas que pour des bagarres de compétences, que ce soit acceptable qu'une initiative qui a été prise par la mairie et qui en plus est légitime parce qu'elle contribue à garantir le bien-être des citoyens de la mairie de Yaoundé 7, que ce ne serait rien que sur la base de lutte de compétences que le maire de la ville vienne les détruire. Moi, je pense que, parce que là, c'est de l'argent public qui a été investi, qui va en déperdition. Et deuxièmement, est-ce que quand on vient les détruire, c'est pour les remplacer? Est-ce que la boutique ne peut pas servir aux citoyens parce qu'elle a été construite par le maire de Yaoundé 7e? Ou alors elle servira plus aux citoyens de Yaoundé 7 si elle est construite par le maire de la ville? Encore que, si des Donc problèmes... vous pensez que ça a été détruit parce que le maire de la ville va revenir construire d'autres boutiques? Non, mais moi je pose simplement des questions. Moi, je pense que ça peut apparaître parfois un peu comme des problèmes d'ego où le maire de la ville veut montrer aux autres maires qu'il est le patron de la ville et qu'il reste, comment je dirais, intransigeant sur toute forme d'insubordination. Quitte à ce que viole un peu la loi en détruisant des édifices publics qui sont déjà construits. Ça, c'est une violation formelle de la loi. On ne peut pas, maire dit on ne peut pas avoir, en on ne peut pas avoir investi de l'argent public, de l'argent du contribuable camerounais, l'argent des citoyens pour construire 60 boutiques et qui sont détruites sans fondamentalement qu'on nous ait expliqué que ça pose des problèmes environnementaux. Parce que si ces boutiques, la raison était que ça pose des problèmes environnementaux ou d'embellissement de la ville, on peut encore étudier dans quelle mesure les détruire. Mais si ce n'est que parce que le maire de Yaoundé n'a pas de compétence selon le maire de la ville, même si les tests le disent. Et c'est pour ça qu'il faut que chaque manager, parce que les maires sont des managers, sache toujours faire l'adéquation entre le texte et qui lui garantit la légalité et le contexte social qui garantit la légitimité. Parce que toute action qui bénéficie aux citoyens, toute action qui renforce le bien-être du citoyen est une action légitime. Et lorsqu'une action est légitime, il faut la protéger. Ok. Oui, là je pense sur ce cas-ci, qui doit construire les marchés, ces espaces comme celui-là? Quand il y a des textes, il ne doit pas avoir de polémique. Je pense que ce que nous devons expliquer aux populations, c'est soit les textes ne sont pas bons, soit il y a des limites dans les textes, mais se donner en aise d'expliquer le texte, mais pas ce qui est écrit, n'est pas de bonne politique. D'abord, la première, deux réflexions. Le conseil de la communauté a toujours existé, M. Boutouzi. Toujours. Maintenant, avant, le délégué du gouvernement était nommé. Maintenant, il est élu. Ça, c'est la première différence. Avant, il n'y avait qu'un délégué. Les adjoints ne participaient pas au conseil. Maintenant, les adjoints participent au conseil. Premier élément que je voulais dire. Est-ce que c'est une avancée? Oui. Mais les tas de la loi de 2004 ont été transposés dans le Code général de la décentralisation. Dans le cas des compétences en ce qui concerne la perception des droits de place dans les équipements marchands. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est une tare qui a été transposée, dont le problème ressenti. Deuxième élément, j'ai dit que les ressources propres de la ville viennent pour la plupart de l'activité commerciale. Et j'ai cité là tout à l'heure un certain nombre de tares qui concourent à cela.
pour prendre le volume, pour la ville de Douala, c'est à peu près 35 à 40 milliards. Maintenant, les centimes additionnels communaux, tout cet aspect cité précédemment. Mais le danger n'est pas tant qu'ils ne se collaborent pas. Parce que vous avez 5 conseillers qui viennent des communes d'arrondissement, qui participent à la ville, qui doivent défendre les intérêts de leur commune, y compris le maire. Ce n'est pas là-bas que se trouve le problème. Parce que je suis convaincu, pour le cas de Yaoundé 7 et de M. Augustin Tamba, que je connais bien, il ne saurait pas se donner des aises de construire une boutique sans ne pas encadrer son activité par des textes juridiques. Parce que toute activité posée à l'intérieur d'un conseil doit avoir la validation du représentant de l'État, qui est le préfet. Oui. Et qui est en même temps le chef ou la tutelle de la commune d'arrondissement que autant la communauté urbaine. Donc il est suffisamment bien placé pour savoir. Donc, entre le projet à la pensée, entre trouver les fonds, entre sa réalisation, il y a la délibération qui est validée par naturellement le préfet. Donc, le maire de la ville de Yaoundé connaissait très bien que M. Augustin Tamba était en passe de construire 60 boutiques. Donc là, c'est un faux argumentaire quand on essaie de dire qu'il est venu casser. Il ne faut pas cacher les problèmes entre le maire de la ville de Yaoundé et M. Augustin Tamba sont sous-jacents, ce d'autant plus que M. Augustin Tamba est le président de l'association des maires du Cameroun. Et à ce titre, on n'a pas été très accepté. J'ai vu pendant la campagne, il n'a pas été très accepté par le maire de la ville. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais maintenant, M. Augustin Tamba est au-dessus de cette considération. Mais de là à ce que le maire vienne casser les boutiques, c'est un autre problème. Et cela laisse quand même croire aux populations qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui interdit que l'on traîne le maire de l'arrondissement ou le maire de la ville pénalement en justice? Rien n'interdit. Donc je préfère pas rentrer dedans, mais je pense que ça va être. Mais tout à l'heure, M. Fana a soulevé un problème en disant non. Dans les communes, il y a le secrétaire général. Son rôle, c'est de rappeler les textes en permanence aux élus. C'est son rôle. C'est-à-dire que vous prenez, il dit non, ce n'est pas en conformité des textes. C'est tout son rôle. Donc, dire que les maires ne sont pas suffisamment encadrés, non, ils sont bien encadrés. Mais la seule différence, c'est qu'il y a les secrétaires généraux qui laissent les maires faire. Sachant bien que c'est en violation des dispositions légales et sous le prisme de la tolérance administrative. Ou parfois, dans le vide juridique que la loi présente. Donc, des éléments sur lesquels ils exploitent. Maintenant, pour dire à l'urbanisation, il y a un texte de l'urbanisation au Cameroun qui encadre toute l'urbanisation. Et je peux vous dire, entre le plan directeur de la ville, du schéma directeur de la ville, il y a le plan d'occupation du sol, le plan d'occupation du secteur, le plan d'aménagement de la ville, le plan d'aménagement du coin. Il y a toute une batterie de textes et d'aménagements qui vous contraint à ce que pour poser un édifice public dans une zone, il y a tout cet encadrement-là. D'où vient-il? Moi, je ne comprends pas trop bien. Que les conseillers laissent faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant le maire, c'est les conseillers. Parce qu'ils sont élus dans différents quartiers. Et les gens les voient, on vous élit, vous arrivez à la communauté, on vient mettre une boutique là, ils regardent, et puis le matin, ils viennent vous donner le pain, ils vous donnent la sardine, et ils vous disent non, laissez. Non, une ville ne peut pas avoir pour expression complètement les équipements marchands. Cette rue, naturellement, qui jonche, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un besoin, ceux qui sont là, on est tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que ceux qui gèrent la ville à l'heure actuelle ne la projettent pas. C'est tout. Je vais vous prendre un cas. Vous pensez que le marché Sandaga, comme on dit souvent, est suffisamment mieux exploité au point de vue géographique, du moins au point de vue urbanisation? On ne peut pas le faire en hauteur, on ne peut pas gagner en espace. Vous ne vous posez pas cette question-là? Vous pensez qu'à Douala deuxième, on ne peut pas gagner en hauteur, on ne peut pas faire en espace, au marché Kouloulou, on ne peut pas faire ça en espace. Donc, il y a des possibilités. À la seule différence que ceux qui nous gèrent à l'heure actuelle ne se projettent pas trop loin, premier élément. Ensuite, il est, je pense, j'aurais souhaité que vous continuez par Ndokpassi, vous avez vu, tout est vite. Vous parlez de hauteur, mais tout le monde a choisi l'axe. Parce que le problème, comment comprendre ce qui se passe à Ndokpassi? Ils vont en hauteur et ils amènent les premières boutiques complètement devant. Oui. Ça doit être en hauteur et en profondeur. C'est-à-dire qu'autrement dit, l'espace de devanture doit être suffisamment large pour que le gars rentre, même pour parquer, et avoir les séries de boutiques complètement sur les côtés, les angles. Parce qu'en fait, la position commerciale est très Qui doit mettre de l'ordre à Ndokpassi? Mais naturellement, c'est la personne à qui on a donné de construire le marché.
C'est la personne, ce n'est pas la ville. Non, je dis ceux qui occupent la chaussée carrément, sur l'axe. Le problème, c'est que ceux-là, il faut avoir deux catégories. Il y a ceux qui occupent pour faire complètement le déballage, comme on dit souvent. Je vais vous prendre un cas de... Ça me donne vous avez vu comment M. Timibouna a résolu le problème de Yaoundé, de Mokolo. Oui. Il a créé un espace pour tout ce qu'on appelle généralement les déballeurs. Oui. C'est-à-dire que ceux qui déballent le matin. Ça n'appartient à personne. Vous venez le matin, vous payez vos 100 francs, vous déballez, vous prenez vos trucs, vous vous en allez. Oui. C'est une possibilité. En Tobassi, le fait qu'on le tolère, que les gens s'installent, payent soit 100 francs ou 200 francs, fait en sorte que cette taxe journalière crée du désordre et crée de l'embouteillage. Il faut éliminer complètement ces taxes-là. Ça ne sert à rien. Il faut les éliminer. Parce que c'est une pompe, c'est une pompe aspirante qui appelle le gars de quitter sa boutique pour venir complètement s'installer là. Et puis donc maintenant, le dernier élément, c'est trouver les moyens pour développer la ville. Parce que c'est là où se trouve le problème. L'endettement aujourd'hui des communautés urbaines et des communes d'arrondissement est assujetti complètement à l'État, au ministère des Finances. Tout emprunt au niveau des banques doivent être suffisamment encadrés. Et là, ça vous fait une intermède, et j'ose croire que vous allez faire certainement une émission là-dessus. C'est le cas du scandale de la CIMIC. Vous connaissez très bien comment ça s'est passé ici, ça a été lancé en grande pompe. Mais aujourd'hui, on a un administrateur provisoire, on a un gestionnaire qui s'entête, qui est parti délégué de gouvernement pour être PCA, on a qu'il y a dans le trou probablement 1,2 milliard qui manque, et la ville de Douala a besoin d'à peu près 150 milliards pour se développer dans les grands projets. Entre cet imbroglio juridique dans lequel les gens ont mis de l'argent pour développer la ville et dans lequel il n'y a pas d'issue qui se trouve au tribunal, et l'envie de la ville d'emprunter à peu près 150 milliards pour ces différents projets, il n'y a que les populations se perdent. Donc, ceux qui sont là à l'heure actuelle, au-delà des textes et des compétences, donc ils peuvent jouir dans leurs responsabilités à l'exercice de leurs fonctions, il n'en demeure pas moins qu'ils ont très peu de vision. Et je tue par là pour dire que le maire de la ville ou les maires des communautés urbaines ont deux difficultés. Pour la plupart, ce n'est pas eux qui ont conduit les campagnes au niveau de lancement. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, pour prendre le cas de la France, que nous comprenons très bien, c'est Anne Hidalgo qui était, bien entendu, élue d'un arrondissement qui a conduit la politique globale de tout Paris. Oui. Le maire Mbassandini n'était pas le patron et n'apparaissait pas au début de la campagne comme celui qui devait être en finalité le maire de la ville de Douala. Parfois, il apparaît que c'est quelqu'un qui n'était pas préparé à la fonction et qui est donc obligé d'enfourcher certainement ses responsabilités. Parfois, ils sont plus hauts que son épaule et il doit parfois renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont élu. Qui ne sont pas nécessairement les conseillers municipaux. Voilà, justement, c'est un aspect que j'ai également développé en début d'émission. Est-ce que le mode, la façon avec laquelle ces maires, super maires, comme on dit, de manière triviale, sont arrivés, est-ce que ce n'est pas là aussi ça ne trouve pas son explication à ce niveau-là? Oui, merci pour cette question, mais avant d'y répondre, je voudrais revenir sur ce que M. Zipan a dit tout à l'heure. Et il a semblé ignorer le conflit qui existe souvent dans les mairies entre le pouvoir politique, qui est celui du maire, élu par le peuple, qui estime avoir toute la légitimité et toute la légalité, et le pouvoir du secrétaire général, qui lui est administratif. Il y a souvent eu des conflits entre les deux. Tout à fait. Voilà. Et ces conflits font donc à ce que, même lorsque le maire voudrait prendre une décision, ou alors et qu'il rencontre l'opposition du secrétaire général, le maire pose le veto en tant qu'ayant reçu le pouvoir du peuple, c'est-à-dire agissant à ce moment-là directement comme étant un représentant du peuple. Et ce que lui reconnaît d'ailleurs la loi, parce qu'il a été élu, il a reçu le pouvoir du peuple. Alors il y a ce problème qui se pose souvent. Maintenant, j'ai également entendu dire que j'ai considéré que c'est plus gros. Sur le secrétaire général, je vous aide rapidement pour vous aider. Oui. Pour qu'on sorte de là. En principe, les secrétaires généraux doivent disparaître. Ce d'autant plus qu'on a aujourd'hui des tribunaux administratifs. Justement. Ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec le maire, le tribunal administratif tranche. En principe, justement, le secrétaire général doit être parti. Justement, en principe, on doit les justement. Et je voulais, là c'est revenu. J'ai entendu dire que j'ai l'impression que les maires de ville, n'est-ce pas, lorsque les exécutifs sont mis en place pendant les conseils municipaux,
de communauté, n'est-ce pas, qui a souvent un imbroglio sur le plan juridique. J'insiste et je persiste. Et vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit que les maires étaient suffisamment très mal entourés. Non, je n'ai pas dit que les maires étaient suffisamment très mal entourés. J'ai dit ceci. Lorsqu'on prend certaines fonctions, nous sommes dans un pays où le système électif n'impose pas une certaine compétence, un certain background à la base. On a donc des commerçants qui se retrouvent à la tête des mairies. On a des gens qui ont un niveau éducatif ou un niveau académique qui n'est pas suffisant pour comprendre les textes, pour comprendre la logique juridique qui encadre la gestion des communes et même des communautés urbaines. Alors on se retrouve donc avec des exécutifs municipaux ou même urbains qui ne maîtrisent pas le droit. À ce niveau, donc, il est nécessaire pour ces exécutifs. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai dit on a deux problèmes qui peuvent justifier ce conflit qui existe aujourd'hui entre les maires et les maires de ville. Celui de l'ignorance et celui du mauvais entourage. Ils ne s'entourent pas des personnes ressources, très souvent, qui puissent les aider à comprendre la complexité des textes juridiques qui encadrent la gestion des communes et des communautés urbaines. Je l'ai dit. Maintenant, je reviens sur votre question. Si vous pouvez m'aider à me rappeler la question. Non, je disais qu'il y a ce problème à Yaoundé 7, et le maire de la ville qui il a fait construire des boutiques. Ouais. Est-ce qu'il ne s'est pas entouré de... Parce que voilà, lorsque vous regardez le document, il dit qu'il a informé la hiérarchie par rapport à... Mais aujourd'hui, comment comprendre que ces boutiques soient détruites comme ça là? Oui, est-ce que ce n'est pas un problème d'ego? Sur la question de savoir si ce n'est pas un problème d'ego, ou alors si ce n'est pas lié au mode de désignation. Oui. C'est la question que vous avez posée. Je voudrais dire qu'il y a eu suffisamment d'avancées sur le plan de la désignation des maires de ville. Ils sont aujourd'hui, ils ont d'abord la légitimité du peuple, des localités. Les maires de ville qui sont les mairies, parce que c'est des conseillers. À la base, c'est des conseillers. Oui, ça c'est vrai. Ils sont d'abord élus, conseillers municipaux. Ils sont d'abord élus. Ils ont eu l'accord du peuple. Et maintenant, à travers le mode électoral qui est constitué mais ils n'ont pas l'accord pour diriger la ville, comme disait Hilaire Zipan. Est-ce qu'ils ont été élus pour être à la tête de la ville? Je suis d'accord qu'ils n'ont pas été élus pour être à la tête de la ville. Voilà. Comment ça, ils n'ont pas été élus? Pardon? Comment ça, ils n'ont pas été élus? Pour être à la tête de la ville, à l'origine de l'élection. Non. Ils ne se présentent pas à la base. Bien sûr, mais après, pour être maire de la ville. Mais ils se présentent pour être conseiller municipal. Et ils sont élus maintenant comme maire de la ville par leur père, les conseillers municipaux, qu'on appelait les grands électeurs. Voilà. C'est ça le système. Et ça n'entache en rien leur légitimité. Puisque à la base, ils sont soutenus par le peuple et maintenant soutenus par leur père, qui sont les conseillers. Le problème n'est pas la légitimité, le problème c'est la légitimité. Le problème c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est la visibilité politique qui est étayée par un programme. Je prends un cas pour que vous compreniez. Je suis d'accord avec vous. Pour être candidat à la municipalité, pour les dernières, celles de 2020, on a déposé les dossiers avant que la loi, le Code général des collectivités soit adopté. Ça veut dire que tout le monde a été pris de coup. Et donc, par conséquent, celui qui est aujourd'hui à la mairie de Douala, qui est le docteur Mbassan Tiné, d'office et dès le départ, ne s'est pas construit comme le maire de la ville. C'est une fois élu qu'il a proposé un programme pour être maire de la ville. Et vous connaissez très bien tout ce qui a jacassé à l'intérieur. Et je termine pour dire que la difficulté vient de là aujourd'hui. Toutes les difficultés viennent de là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avec les mairies d'arrondissement, il a toutes les difficultés du monde. Comment expliquer aussi simplement qu'un maire va tracer la voie publique en carreau, numéroté et vendre les espaces de la voie publique à Douala deuxième? Comment on peut expliquer ça? Comment? Rapidement, Boutouzé. Oui, je voudrais revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Rapidement, Boutouzé va intervenir. Je voudrais insister pour dire que la légitimité du maire de la ville n'est nullement entachée. Pas de problème. Tout à fait. Par rapport au système, il n'y a pas de problème. Elle n'est nullement entachée. Sa vision politique est mise en cause dans du Maintenant, pour ce qui est de sa vision politique,
Je crois que le projet de chaque maire a été soumis à l'appréciation des conseils. Et d'où vient la compétence? Et d'où viennent les conflits? Et maintenant, Et d'où viennent les conflits? Voilà pourquoi j'ai parlé au départ du mauvais emploi. Le conflit ne naît pas du programme. Le conflit naît de l'interprétation des textes, des compétences des uns et des autres. Et c'est à ce niveau que le conflit naît. Et voilà pourquoi je dis, si le maire de la ville est bien entouré par des personnes qui comprennent le Code général des collectivités territoriales décentralisées, par des personnes qui comprennent les compétences liées à chacune des entités, que ce soit les communes ou des communautés urbaines, alors il n'y aura pas ce genre de conflit. Mais moi, j'ai quand même envie de soulever un autre aspect concernant le désordre urbain. Nous sommes là dans un problème d'urbanisation. L'urbanisation engage un certain nombre de concepts. L'amélioration des conditions de vie, l'utilisation des sols, la mise en valeur de ces sols et le développement économique et social. On a donc des individus qui n'ont pas compris la nécessité de l'urbanisation et qui abandonnent. Vous avez soulevé le cas du marché de Kololun, ici à la Douche, même au marché central. On voit bien des individus qui abandonnent leur boutique et qui préfèrent venir utiliser, permettez que j'utilise le terme de leur jargon, qui préfèrent venir attaquer au niveau des trottoirs. Il y a ce problème qui se pose. Alors on aura beau créer des édifices, des marchés, tant qu'on ne résout pas le problème de la moralisation des marchands, ce problème persistera. Okay. Ça veut dire que la base voudrait que l'on revienne sur la moralisation, sur l'instruction civique, pour que chaque Camerounais comprenne que le domaine public se limite à ce niveau, le domaine privé se limite également à l'autre niveau. Ouais, mais on a un cas que développe, ne cesse de citer Hilaire Zipan, le cas de Douala 2e, où la chaussée, où la mairie de la commune d'arrondissement de Douala 2e a décidé de faire des boutiques sur la chaussée avec des numéros. Comment comprendre ça sur la voie publique? Oui, Serge Alain, moi je reste constant dans ma démarche du début pour dire que le maire, au-delà de ses fonctions politiques comme maire, parce qu'il a la tête d'une organisation qu'on appelle la mairie, est un manager, tout comme le maire de la ville. Et moi je reviens dire que il faut que nous changeons de paradigme. Nous ne devons plus être des administratifs à la tête des organisations, mais nous devons être des managers. C'est quoi la différence entre l'administration et le management? Parce que les maires aujourd'hui, et d'ailleurs beaucoup de managers publics, continuent à se comporter comme des administrateurs. Or, c'est quoi la différence entre faire l'administration et faire du management? L'administrateur, c'est des gens qui posent leur action en se rassurant à chaque fois que celle-ci est encadrée par le test. Quitte à ce qu'ils n'atteignent aucun objectif, ce qui l'intéresse d'abord, c'est le respect de la législation. Donc ça doit être encadré. C'est ce que les préfets, les consuls, les sous-préfets font. Mais un manager doit poser ses actions en fonction de l'objectif du résultat qu'il va atteindre. Même si parfois les tests sont violés. Parce qu'il faut toujours regarder ce qui est plus important. L'action qu'on a réalisée et qui apporte le bien-être à la population qu'on est censé encadrer, ou alors le respect scrupuleux au test. Et je dis que ces conflits-là doivent disparaître dans les têtes des managers. Parce que lorsqu'on vous donne nom, ou bien on vous nomme ou bien on vous élit à une fonction publique, il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif premier, c'est de donner le bien-être aux citoyens. Les citoyens au centre de toute action publique. Alors, les actions les plus légitimes sont donc celles qui concourent à la réalisation de ces bien-être communs. Et ne vous suffit-il pas, Seigneur, comme on a lu dans Britannicus, que le bonheur public soit l'un de vos bienfaits. Nous devons tout le temps et de façon permanente rechercher donc le bonheur public. Et il ne faudrait pas que les conflits de textes viennent piétiner la réalisation des objectifs que ces acteurs, managers publics doivent donner en termes de bonheur public. Moi, je crois que ces débats autour des tests ne sont que des débats d'ego.
parce que il devrait avoir de façon permanente une synergie, une coordination, une entente. Mais d'où vient-il que que ce soit à Douala ou Yaoundé, que l'ensemble des mairies et même le conseil de communauté soit détenu par les camarades d'un même parti? Pourquoi ne serait-ce que... De quel parti? Mais du RDPC. Ça vous dérange? Mais ça devrait déranger. Non, je dis vous, ça vous dérange, bien vous sûr, militants. bien sûr. Ça vous dérange? Bien sûr. Ils sont des camarades d'un même parti. Oui. Le programme des collectivités territoriales décentralisées n'appartient pas aux maires. Oui, mais on va continuer sur cet aspect après le journal. Appartient vous dites que ça dérange, ça dérange. On va RDPC, parce que c'est le programme du RDPC qui est mis en œuvre. Ok, voilà. on va. Alors, tout ça, c'est que ces camarades du parti n'arrivent pas à s'accorder sur des actions de façon synergique. Ok. On va revenir sur cet aspect-là, surtout par rapport à ce qui s'est passé à Yaoundé. L'un dit qu'il n'est pas politique, qu'il est plutôt un technicien. Non, moi, je dis qu'il est un technicien. Les maires disent que c'est des politiques. On veut comprendre. Que les maires prennent la posture de manager. Oui. Il y a une école à Yaoundé, l'Institut supérieur. Merci. On revient après le journal. Merci. On revient. Master en management des collectivités. Dans un instant, le 20h de Céline Boufflé. Avant cela, une page. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Emmanuel Lebon Afana, Hilaire Zipan et Joseph-René Mboutouzé. Vous avez vu le nouveau Samuel Vondoayolo? Il faut être courageux pour faire ça? Il faut avoir le mauvais esprit. Comment ça? Oui, parce que il y a des gens qui choisissent toute leur vie de s'écarter de la norme et qui décident de trouver leur mot de subsistance là-dessus. Il faut le regretter, parce que si ça devenait comme ça par tout le monde, le Cameroun va finalement devenir une jungle. Et puis moi je suis quand même étonné qu'il ait réussi des escroqueries jusqu'à hors du Cameroun. Et d'une quelconque manière, ça me rassure de ce que les autorités camerounaises sont donc autant respectées à l'extérieur, parce que vous soyez un plénipotentiaire d'un autre pays et que vous acceptez de vous soumettre à une demande d'une autorité camerounaise, ça veut dire que les autorités camerounaises à l'extérieur sont vraiment plus... Non, vous, à la place de l'ambassadeur du Niger en France, là, il appelle et il dit qu'il est Samuel Vondoayolo, il parle à l'ambassadeur du Niger en France. Oui, il faut me dire que... Est-ce que vous pouvez douter, vous pouvez résister? Non, il faut que Samuel Vondoayolo soit déjà un personnage respecté par ses pairs extérieurs, parce que si ça avait été une autorité lambda qui n'a de respect de personne, alors on donne une fin de non-recevoir. Donc lorsqu'il est réussi comme ça, c'est la crédibilité de l'État du Cameroun et la crédibilité du personnel Vondoayolo qui est mise en exergue. Donc, sur ce plan-là, ça me rassure que nos autorités sont respectées à l'extérieur, notre pays est respecté à l'extérieur, mais ce n'est pas une raison pour que des compatriotes se donnent à ce genre d'activité malheureuse. Emmanuel Lebon, je vous pose la même question, il faut être courageux ou bien il faut autre chose en dehors du courage? Non, moi je voudrais voir plutôt cela dans un autre aspect. Oui, lequel? Ça pose deux problèmes. Celui de la fragilité des interfaces. Parce que réussir quand même à obtenir le numéro de téléphone, le contact téléphonique d'un ambassadeur, qui plus est du Nigeria, du Niger, merci, appeler le FMI, appeler des organisations internationales, réussir à obtenir des contacts personnels de ces organismes-là, c'est un peu très compliqué. Les contacts sont cachés? Bon, voilà pourquoi je parle de fragilité des interfaces. Parce que nécessairement, il est passé par Internet pour avoir ses contacts. Et le deuxième problème que cela pose, c'est celui de la résurgence de la cybercriminalité. Il faudrait vraiment, véritablement, qu'au niveau de l'État du Cameroun, que des mesures de sécurité, de cybersécurité soient extrêmement renforcées
et que, et naturellement, on va peut-être le relever pour le déplorer, que ce soit encore un Camerounais qui soit mis au devant de la scène d'une manière assez malheureuse, d'une manière assez déconcertante. Donc on ne saurait encourager ce genre d'action. Ça impacte une fois de plus sur l'image du Cameroun. Ça impacte une fois de plus sur l'image du Cameroun. Heureusement que notre police camerounaise a mis la main sur cet individu, parce qu'il aurait pu toucher, vous voyez, il s'apprêtait à recevoir des centaines de millions des autres organisations internationales. Donc, heureusement que la fin a été plutôt heureuse, parce que les forces de maintien de l'ordre ont pu mettre la main sur cet individu qui croupissait déjà en prison. Vous voyez donc que même au niveau de la prison, il faudrait que des mesures de sécurité soient renforcées. Comment est-ce qu'un prisonnier peut arriver à avoir un téléphone portable et mener ce genre d'activité depuis la prison? Donc, il faudrait qu'à ce niveau également, que les mesures de sécurité soient renforcées, que le contrôle des détenus soit renforcé, que la prise en charge, la prise en main des détenus dans nos pénitenciers soit également renforcée. Il les y pense, ça pose un problème. Ça engage aussi la responsabilité du régisseur de la prison de Kodengui à Yaoundé. Moi, je pense que... C'est-à-dire, il a un téléphone, c'est interdit, le téléphone. Il est extrêmement délicat de se prononcer sur ce genre de dossier, pour deux raisons. D'abord, la première, on est en relation internationale. Je ne sais pas s'il n'y a pas un code pour les autorités camerounaises de pouvoir actionner leurs responsabilités au niveau de la relation internationale. Ça me pose un problème. Puis la deuxième, c'est le lieu où il se trouve pour pouvoir actionner cela. Oui. Alors, voilà, ces deux éléments-là me restent un peu dubitatifs. Bon. Je prends le coup, mais je me questionne, parce que quand même, directeur de cabinet de la présidente de la République n'appelle pas comme ça. Est-ce qu'elle a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il le fait sans code? Est-ce que il y a des séries de questions. Le problème, c'est celui qui... Est-ce que vous pensez l'ambassadeur qui décroche un coup de fil, oui, on lui dit que c'est le directeur du cabinet civil. Ayolo, c'est le directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Oui, je dis l'ambassadeur du Niger qui... Au bout du fil, on lui dit, je suis Samuel Bondo Ayolo. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Niger a comme élément? Est-ce qu'il joint un ambassadeur si on ne peut passer par son homologue ambassadeur? Il y a des codes quand même. Il y a quand même des codes dans ce genre de truc. Je pense que l'ambassadeur de France aurait pu bien, l'ambassadeur du Cameroun en France aurait pu bien appeler son collègue, dit, j'ai mon chef qui va devoir t'appeler. C'est son chef quand même, le directeur de cabinet civil du président de la République. C'est quand même une fonction quand même extrême. Pour peu qu'ils signent un document, les gens prennent ça pour payer comptant. Non, cela montre un peu la fragilité. Au lieu de se gargariser que c'est une réussite, mais non, ça je pense pas. Je préfère ne pas aller loin. Je préfère ne pas aller loin dans l'analyse. La personne handicapée, hein, ça pose un problème? Non, mais... Bénéficier de circonstances atténuantes? Quand vous voyez... Non, mais parce qu'on a vu, j'ai suivi les réactions ici, non, on dit... il n'a pas un handicap, mais il n'a pas un handicap majeur. Et puis, oui. Là, il s'agit de lutter contre la cybercriminalité. Oui. Parce que si on applique des tolérances à ce niveau, ça peut encourager d'autres handicapés à rentrer à oui, mais en même temps, tu dis que ça donne la crédibilité pour celui qui appelle, pour ceux qui là. Attends, tu sais, il faut... entre deux, là, c'est pas bien. Dans une analyse soit, hein, il faut toujours savoir que comme on peut avoir des difficultés, on peut aussi avoir des facilités. Comme on peut avoir des menaces, on peut avoir des opportunités. C'est certes une menace parce que c'est criminel, mais en ça, nous voyons quand même que l'opportunité qui se dégage là, c'est que si les gens réagissent de façon spontanée à l'extérieur du Cameroun, à la demande d'une autorité camerounaise... Pour l'argent? Non, ça confère... Non, pour l'argent? Écoute un peu. Non, mais vous me dites... Non, il appelle l'ambassadeur pour dire pour l'argent? Mais quelle que soit la raison, je vous dis que si on vous appelle et la personne vous dit Monsieur Mboutou, si vous répondez, c'est que vous avez la considération pour moi. Cela va de soi. Si vous n'avez aucune considération pour moi, vous allez directement renvoyer la personne tout de suite. Il y a des codes. Mais je voudrais dire que si à l'extérieur, il y a des hautes autorités à l'extérieur qui tombent dans ce piège, cela participe d'abord de la relation d'estime qu'ils ont vis-à-vis de l'autorité camerounaise. Et s'ils ont cette relation d'estime vis-à-vis de l'autorité camerounaise,
c'est qu'ils ont une relation d'estime vis-à-vis du Cameroun et du peuple camerounais. Mais maintenant, puisque quand ils réagissent, ils ne savent pas qu'ils sont anarqués. Ils ne savent pas qu'ils sont anarqués. Voilà. Et maintenant, l'ANAC dont ils sont victimes n'engage en rien la crédibilité de la personne par dont qui l'identité a été usurpée. dont été usurpée, puisqu'ils savent que c'est une ANAC, c'est une cybercriminalité. parlez Mais de au ça. moins, en termes d'opportunités que nous regardons là-dedans, dans cette action, c'est que les autorités camerounaises sont prises au sérieux à l'extérieur. Il y a Bon, des mais codes maintenant- en relations internationales. Oui, bien qu'il y ait des codes, voilà justement. Oui, mais le problème, c'est raison de vous plus demandez l'argent. que bravant ces codes et qu'il Comment il a réagisse. fait pour savoir les codes, pour connaître comment ça se passe dans ce genre de trucs? Mais, C'est tout ça. il est- Dans tous voilà, les cas, je préfère ne Voilà, pas. voilà pourquoi j'ai parlé de Je la suis assez- fragilité. Il est hésipant, Je suis un homme public, je m'en méfie. je suis en train de Je vous m'en dire, méfie. je suis en train de vous dire que si vous, il est hésipant, vous donnez suite à une action comme celle-là, c'est que au fond, en toile de fond, vous faites confiance à la personne qui se présente comme telle, puisque vous n'êtes pas supposé savoir que c'est une arnaque. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que si quelqu'un vous appelle à mon nom un jour, Hilaire, et que vous réagissez de façon spontanée sans prendre des précautions, c'est que vous avez une totale confiance en moi et un total respect vis-à-vis de moi. Je dis donc que c'est un indicateur que des personnalités extérieures respectent les personnalités camerounaises. Vous pouvez ne pas accepter que ce soit un indicateur, mais c'est quand même un indicateur. Sauf que, Emmanuel. Monsieur Mboutou, nous sommes à l'ère de la cybercriminalité. Et lorsqu'on est à cette ère de cybercriminalité, de résurgence et même de résilience de la cybercriminalité, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qu'on doit mettre en place pour encadrer nos actions. On ne peut pas m'appeler un matin, on me dit « Monsieur Mboutou, je suis Monsieur Mboutou » et puis je ne cherche pas à me référer à Monsieur Mboutou, connaissant par exemple son numéro personnel. Ça dépend du niveau d'impact que selon là vous Non, faites au moment où vous quel recevez que ce coup soit, de fil. quel que soit Ça dépend le, du niveau d'impact. quel que soit le niveau d'impact, dans ce genre d'affaires, on se rassure quand même qu'on a affaire à Monsieur Mboutou, effectivement. Les codes avant de relations d'agir. internationales, Et, puis les que- codes. et justement, monsieur il parle de code Ils ont en un relations code. internationales. Chaque État a un Encore, ça code. enlève le fait que si la Il personne y a n'a quand pas même des réagi, mécanismes. c'est parce qu'il y a une relation d'estime Non, élevée c'est pas vis-à-vis une de la question personne de qui se présente relation. comme telle. Il intervient, il contacte ces hautes personnalités-là en tant que DCC. Oui. Mais je voudrais vous poser Et pas comme deux il- DCC. Il n'y a pas de DCC. De Il y a pas DCC. Et comme dit- De et comme DCC. dit monsieur C'est Mboutou, quand En même c'est- un quoi, État- en c'est quand quoi même un l'hypothèse, État qui est en quoi engagé à ce l'hypothèse, niveau. en quoi l'hypothèse du C'est respect quand même un- c'est quand en même quoi l'État qui est l'hypothèse, engagé à ce bon, ben, niveau. parce que il y a Il faudrait quand même que dans ce genre d'affaires, que l'on se rassurera que la personne que nous avons... ça, au c'est la bout du leçon fil, que vous donnez. La leçon que vous donnez à la c'est personne. leçon La que leçon que nous vous donnez à la pouvons personne qui donner. est Nous sommes qui là, est anarquée, non? effectivement, nous sommes là à la fois pour analyser, mais aussi pour proposer. Est-ce que est-ce que Dans ce malgré genre l'analyse de- qui Est-ce que pratique, Aujourd'hui, on a Monsieur Mboutouzé dit ceci. Lorsque quelqu'un prend le téléphone, il vous appelle, vous êtes Oui. l'ambassadeur du Niger en France, Oui. on vous dit que c'est Monsieur Mvondo Ayolo, le DCC du président Biya qui appelle. Il Vous n'appelle faites pas en comment? direct comme Vous ça. décrochez pas? À Je mon avis. décroche, Oui. je suis d'accord, je décroche. Et comme il dit, Mais c'est je par n'agis rapport à la pas considération. automatiquement. C'est par Le rapport à la problème, c'est que- considération qu'on a pour Monsieur Samuel Mvondo Ayolo. Le C'est pour problème- ça que l'ambassadeur décroche. Le problème ne se trouve pas sur décrocher ou pas décrocher. Oui. Le problème se trouve au niveau où des transferts d'argent commencent à être effectués. non, là n'est pas là. Quand on fait un vraiment. transfert d'argent dans un compte, Je pense que vous refusez de dont le titulaire n'est pas véritablement celui qui nous a contactés, Je pense comment que- est-ce qu'on peut justifier ce Je type pense. de transfert? Est-ce que vous avez bien Donc, suivi il est-ce que vous faudrait- avez suivi le reportage? J'ai Le suivi le reportage a reportage dit avec vous. que même quand vous faites le dépôt Orange Money, ça signale dans le compte que vous déposez que ça appartient à M. Mondayolo. Et puis je dis, si c'est vous, à l'instant-ci, qu'on nomme DCC au Cameroun actuellement, les gens ces partenaires extérieurs n'allaient pas se comporter de la même manière. Parce que, comment on fait laissez-moi même aller pour jusqu'au avoir bout. un Orange Laissez-moi aller avec jusqu'au le bout. nom de- Parce que monsieur quelqu'un dont on n'a pas la pièce d'identité. Monsieur Vonayolo a été ambassadeur du Cameroun au Gabon, ambassadeur du Cameroun en France. Donc il a un spectre de connaissances qui est très large. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un volume
Un carnet d'adresse fourni. Au-delà d'un carnet d'adresse, je voudrais dire que... Autant pour raison pour qu'il prenne beaucoup de précautions. Est-ce que Raison pour qu'il c'est prenne même beaucoup pas de lui, est-ce que précautions. c'est lui qui en a c'est besoin? Non, vraiment, qui c'est même pas lui qui doit prendre les précautions. L'interlocuteur Je vous dis donc- les appels de ce... Je vous dis donc que l'interlocuteur est berné par le poids de la considération qu'il a vis-à-vis de la personne qu'il a. C'est trop facile. C'est trop facile pour nous. Bon, et pourquoi il agit donc sans prendre des précautions? Voilà Non, pourquoi il on n'agit dit- pas sans prendre de Pourquoi ils précautions. agissent sans prendre de Il précautions? usurpe sans prendre de précautions. Non, je veux Sans dire prendre que de précautions. La personne qui donne, qui reçoit et qui réagit à la demande de Non. façon favorable. Non. Pourquoi il agit? Pourquoi elle agit? Cette personne agit sans prendre des précautions. Donc, moi, je vous dis que la seule raison, c'est La crédibilité. la crédibilité que Siem Vonayolo a sur le plan international. Et si Siem Vonayolo a cette crédibilité sur le plan international, il faut mettre ça à l'actif. Non, il doit prendre des À l'actif précautions. du gouvernement camerounais dans son ensemble. Il doit prendre des précautions. Voilà pourquoi au départ j'ai parlé de la fragilité de nos interfaces. Bon. En tous les cas, Ok. c'est un sujet assez délicat. Voilà, justement. On vous a interrompu avant le 20h. Voilà, sur cette... Où il expliquait que la Où il violation de la expliquait que loi la violation- est une norme. Voilà, non, qu'on peut violer la loi Et une pour norme. résoudre les problèmes. Permettez, Alors que nous ça, sommes dans Moutou, un je vous en état de prie. droit. Je vous en prie. C'est du génie, ça. Joseph René C'est Mboutou, du génie du management. Il ne comprenait pas que entre deux camarades, Oui, que ça puisse se faire. Non, c'est Continue. vraiment difficile de l'accepter. Hein. Oui. Surtout vos camarades, il faut le C'est préciser. vraiment difficile de l'accepter. Mais avant de... Je vais bifurquer 2 secondes rapidement. Encore, vous voulez... Rapidement, Merci. On pour écoute. dire à Hilaire que on ne peut pas toujours se conformer de façon stricte Exact. à la réglementation. Au RDPC. Sinon l'État, Ouais, sinon laissez-moi Ouais, parler. Sinon l'État, qui est le garant de la réglementation, l'État qui a le monopole de la violence légitime, On pas parler n'allait pas de tolérance administrative. voilà, c'est pour ça, cela ce c'est qu'on ça. appelle la tolérance administrative. C'est ça. L'État, si on prend l'exemple du désordre urbain, on dit les gens ne doivent pas s'installer sur la Ouais, route. ouais, là. je la veux. Voilà. Si l'État Tolère. tolère, c'est parce qu'au Au fond, TVP. ils savent qu'eux-mêmes ils n'ont pas fait tout ce qui était possible. L'aveu d'échec. Non, ça n'a absolument rien à voir. Aveu d'échec. Je suis en train de vous dire que le nouveau management public au Cameroun Oui. est basé dans ce qu'on appelle La gestion axée sur les gestion résultats. axée sur les résultats. Oui. Ça veut dire que... En violation des lois. Non, les- En violation des laissez-moi dispositions vous légales. expliquer. Non, il a dit Alors, permettez, Je suis permettez. spécialiste en management public. C'est ce que je dis. Allez-y, Joseph C'est ce que je René. dis. Et tout le monde écoute qu'il faut violer les lois. Gestion axée. Je n'ai pas dit qu'il faut violer les lois. Bon, on fait comme Gestion axée sur les résultats. Ça veut dire que la primeur d'abord pour un manager public, c'est l'atteinte de l'objectif. Et je dis que l'objectif public, c'est le bonheur public, c'est le bien-être public. Toute action qui gagne en légitimité parce qu'elle permet au manager public de réaliser ses objectifs de bonheur public, Même en violation des lois. mais à ce niveau, lorsqu'il s'agit du citoyen, la légitimité est au-dessus de Alors, la légalité. Je dis Parfait, que lorsqu'il le s'agit de la RDPC. satisfaction du citoyen, Parfait. la légitimité devient au-dessus de la légalité. Et je vous dis que les actions prioritaires Oui. pour tout manager public sont des actions qui permettent d'atteindre l'objectif de bonheur public, l'objectif de donner du bonheur aux citoyens. Et vos camarades qui se Et battent je là. disais que je trouve quand même absurde que dans un environnement où tous ces responsables publics, que sont les maires, appartiennent à un seul et unique parti, et un parti où il y a quand même une discipline qui est incarnée de façon séculaire, se retrouvent dans des spectacles de ce genre. Moi, je pense qu'ils doivent, par solidarité Oui. et par respect du parti qui les a investis, éviter des spectacles désolants. Parce que il n'est pas normal qu'on détruise un édifice public qui est bâti et qui doit servir pour le bonheur des Camerounais. Je reste avec vous, Joseph René. Est-ce que l'élection, le mode, la façon avec laquelle ces personnes sont arrivées à ces postes, ça ne joue pas? Donc vous savez que Parce qu'on sait comment ça s'est passé pour les maires de villes, pour ceux-là qui sont les maires des communes d'arrondissement. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plus légitimes Non, il faut ils d'abord... sont plus légitimes que les maires de ville? Il faut d'abord savoir que lorsque vous êtes des conseillers municipaux, si le peuple vous a désigné comme conseillers municipaux, vous avez toute la présomption
de compétence pour pouvoir diriger la mairie, la présomption de compétence. Oui. Ça veut dire que chacun des conseillers peut devenir maire ou maire de la ville. Donc il faut d'abord aller sur cette base-là. Et en plus, la meilleure façon d'aller vers une véritable démocratie participative, c'est arriver sur des consensus. C'est lorsqu'on ne peut pas arriver sur des consensus, normalement qu'on doit aller vers des élections. Mais dans le cadre du RDPC, c'est souvent sur la base des consensus. Parce que les gens pensent que lorsque les élections ne sont pas faites au niveau du management des mairies, c'est parce qu'il y a une absence de démocratie. Mais c'est de façon consensuelle que cela est fait. Et en respect avec la vision globale du parti. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les maires n'appliquent pas leur programme, mais les maires appliquent le programme qui est le programme porté par le président de la République, qui voudrait que le Cameroun, à l'horizon 2035, soit un pays uni dans sa diversité, démocratique et émergent. Et c'est cette vision d'ensemble-là que tous les managers qui accompagnent le président dans l'atteinte de cette vision-là doivent toujours avoir en esprit que nous sommes là pour construire un Cameroun qui doit devenir émergent. Okay. Voilà. Et les batailles, donc, à l'intérieur de cet appareil, ne peuvent pas permettre d'avoir l'optimum de cette action publique qui doit conduire le Cameroun vers l'émergence. Donc en 2030, le président Paul Biya sera là. Justement, Emmanuel, justement, parlons de ces batailles. Je vous en prie. Parlons de ces batailles en interne. Quel spectacle, une fois de plus. On ne va pas parler de Bankanté ce soir. Restons sur Yaoundé. Comme il a dit lui-même, à l'intérieur d'une même formation politique, deux camarades souffrent un spectacle comme ça, comme on a vu à Yaoundé 7 et à Yaoundé 6. Oui, avant, je vais d'abord revenir sur un aspect qui a été dit tout à l'heure. Je pense que dire ici ouvertement que parce que pour le souci de management, on doit piétiner la loi parce qu'on veut satisfaire un objectif que l'on s'est fixé dans son programme d'action. Je pense que c'est suffisamment grave de le dire. Parce que l'État, qui se veut un État de droit, se veut un garant du droit positif, se veut un certain encadrement dans la gestion, dans l'organisation des affaires publiques, qui à la base est encadré par la loi. Si on doit donc violer les lois, parce qu'on veut peut-être donner à boire à un citoyen, je pense qu'on se retrouve dans un état anarchique. Le souci, certes, en management, c'est l'humanisation du service public. Pour le cas du management public, c'est l'humanisation du service public, c'est mettre l'homme au centre des politiques administratives, mais il ne faut pas oublier que cela doit se faire dans le strict respect de la loi. Lorsque je l'ai dit donc, je reviens sur vos questions. Sans être un politique ou n'appartenant à aucune formation politique, je voudrais qu'on comprenne ici qu'il est quand même bizarre qu'au sein de la même formation politique, même si certains vont justifier cela comme relevant de la démocratie ou de la multiplicité des vues à l'intérieur d'une association, il est quand même bizarre que des partis politiques qui se veulent une certaine discipline, qui se veulent une certaine profession de foi, et là je parle sans indexer un parti politique quelconque, qui se veulent une certaine profession de foi, une certaine vision du Cameroun, se retrouvent en train de mener des batailles à l'interne. Cela soulève donc le problème de la subjectivité ou celui de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général qui devrait plutôt animer l'ensemble des maillons du politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de... Vous avez soulevé le problème avec la mairie de Yaoundé 7e, vous avez soulevé le problème de la mairie, de l'élection du maire de Banganté et autres. Je crois que dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Lorsqu'une décision vient du comité central, elle doit absolument être implémentée au niveau de la base. Parce qu'au niveau du comité central, on a déjà pris des dispositions de consultation de la base, à travers des mécanismes de sondage, à travers des mécanismes de primaire, si jamais il y en a. Mais généralement, dans la logique,
politique, c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, lorsqu'on arrive donc à une position où le comité central dit ceci et une certaine frange de la communauté dit autre chose, on s'interroge quand même sur la logique. C'est toujours les travers de la démocratie. On s'interroge quand même. C'est toujours ça, les travers de la démocratie. Je suis d'accord, sauf qu'en démocratie... La démocratie n'a pas de limite. Hein. Je suis d'accord que ce sont les travers de la démocratie. Voilà. Mais lorsqu'on est ancré dans une association, on se conforme aux règles de cette association. Le débat qui doit se faire dans cette association doit répondre aux objectifs de l'association. C'est de ça qu'il s'agit. Si on n'est pas d'accord avec les objectifs qui sont implémentés par la hiérarchie de cette association, on s'écarte simplement. J'ai parlé de consensus et non d'un état de siège. J'ai dit que la première... Utilisez le mot que vous voulez. Le premier objectif, c'est le consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus, alors on peut aller vers d'autres choix. Mais d'abord, le premier choix, dans un parti où il y a la discipline, c'est le consensus. Bon, quand on parle de discipline, j'ai parlé de débat interne. Ça dit qu'il y a eu consensus au niveau du comité central, que c'est elle qui doit être placée à telle place. Le système des investitures, c'est ça, non? Alors, lorsqu'on investit... Nous sommes à Yaoundé, hein? On n'est pas à Banganté. Je ne parle même pas de Banganté, je parle de manière générale. Oui. Lorsqu'on a investi quelqu'un, alors la base se plie à l'investiture qui vient de la hiérarchie et on supporte simplement. C'est ça la discipline du parti. Alors, une fois qu'on a des sons discordants, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont une seule voie de sortie. Ils s'écartent et ils vont créer leur formation politique comme beaucoup en ont fait. Il faut leur dire ça, alors, d'aller créer leur formation. Ilyas Dipan, on va parler en quelques minutes des espaces verts. On a vu du côté de Bonamoussadi, on a prévu des espaces verts là-bas, Denver, en face station Tradex, mais on a vu des choses s'élever. Qu'est-ce qui se passe? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais dire à mon ami Mboutou que nous faisons la politique tout en respectant les dispositions légales, quand bien même elles ne sont pas en conformité avec nos aspirations. Merci. Quand bien même elles ne sont pas en conformité. Je ne vais pas parler de politique, je vais parler de management. C'est deux choses différentes. Une société, par essence, elle est organisée. Et une société qui est organisée a des règles. Et une société qui a des règles a des lois. Et une société qui a des règles a également des lois, elle a également des décrets. Le management n'est pas ex nihilo à la société. Ce n'est pas l'envie du management qui définit la société. Ce sont les règles de la société dans lesquelles le management vient se poser. Je vais te faire un cours de l'organisation sociétale ici. Je vous ai demandé de me donner la différence entre un administrateur et un manager. Et tout à l'heure, j'ai pris la peine de vous donner la différence entre un administrateur et un manager. Ce que vous dites là, c'est purement l'administration. Et c'est pour cela que nos pays... Je ne suis pas un administratif. Je suis un politique. C'est ça qui amène l'inertie. Je suis un politique. Je ne suis pas un administratif. C'est ça qui amène l'inertie. Je ne suis pas un administratif. Un manager est là pour atteindre les résultats. Voilà l'objectif premier d'un manager. Quand bien même il viole les lois. C'est ce que vous venez de nous dire. À mon Dieu, vision. Si la loi... Que le RDPC peut violer les lois... Non, et on atteint les objectifs. Voilà, vous parlez du RDPC. Non, c'est ce que vous venez de dire. Du RDPC. Permettez, vous venez de le dire là. De RDPC. Vous venez de le dire. Vous venez de le dire. En mon Dieu, vision. J'ai parlé du RDPC. Vous avez dit quoi? Non, mais... Qu'un manager. On parle de l'honnêteté intellectuelle. Oui, que le manager. Je parle de manager, vous me parlez du RDPC. Oui, mais le manager. Je dis manager, je dis tout manager. Oui. Et je voudrais vous rappeler. Oui, vas-y. Je voudrais vous rappeler que tous les managers oui. ne sont pas du RDPC. Oui. Bon, alors, et quand deux camarades du même parti se battent, il vient de vous le dire. Quand deux camarades du même parti se battent, sur le prisme de l'administration et du management, c'est quoi? Non. Deux camarades du même parti. Et le parti en question, c'est le RDPC. J'ai dit, ces managers qui sont des maires. Mais alors, mais ils sont pas dit la même chose, tu vois. Doivent avoir en cœur de servir. Mais il faut faire les séminaires. Hein. D'abord le citoyen. Il faut faire les séminaires, non? Les citoyens, eux, on sent. Il faut faire les séminaires. Bien, alors je réponds à votre question. Non, mais j'aimerais seulement dire que parce que non, quand on est devant une chaîne de télévision aussi écoutée devant le monde entier, il ne faut pas accepter des aberrations pareilles. Je vous donne des paradigmes nouveaux. Vous ne les détenez pas. Je vous parle là en tant qu'expert en management public. Je vous donne des paradigmes nouveaux que vous n'avez pas. Et pour autant. Voilà. Et pour autant. Bon, maintenant, si vous refusez de prendre la leçon, ça vous regarde. C'est bien. Il faudrait mieux faire à vos camarades du RDPC. Qui, au vu de l'occasion, nous donnent l'occasion de démontrer qu'ils sont des incapables.
Voilà ce qu'il Vous veut dire. cherchez tout petit moyen pour dire n'importe quoi au RDPC. C'est pas grave. Et je sais que Mais la preuve est attestée que... les petits partis d'opposition n'existent que pour dire des choses. Ok. au RDPC. Tout à fait vrai. Merci. Tout à fait vrai. Et les inepties sont dites toujours au RDPC. Merci, merci. Bien, je reviens donc à la question. En ce qui concerne les C'est espaces terminé. verts. Oui, les espaces verts. 30 secondes, rapidement. Une ville se définit par une organisation, certainement spatiale, par une géographie, et ces espaces-là concourent au bien-être de l'ensemble des populations. On a constaté ces derniers temps-ci que ces espaces-là, pour la plupart, sont occupés, soit abusivement, et on peut questionner la procédure dans la manière où elle est faite. Il est sans ignorer qu'il y a un espace public de l'État, il y a un espace privé de l'État, et parfois, entre les deux éléments, on utilise parfois l'astuce d'un pour pouvoir occuper l'autre. Je prends le cas le plus évident. Les cités telles qu'elles ont été construites, prends le cas de Bonamoussadi ou la cité verte à Yaoundé, ont été définies par des architectes qui ont trouvé que pour aérer l'habitation et du bien-être, il y avait de l'espace. Il est regrettable aujourd'hui que cet espace-là soit occupé. Mais pour la plupart des fois, le mécanisme de l'occupation pose question, amène des interrogations. En ce sens que, quand vous prenez la SIC, il appartient bel et bien à l'État. Et la ministre a un conseil d'administration. Elle a un référentiel qui est la tutelle. Et pour le cas d'espèce, c'est le ministère de la Ville. Et de l'autre côté, vous avez complètement la communauté qui gère cet espace. D'où vient-il que, entre la tutelle de l'État qui accepte que la dérive se fasse pour l'occupation anarchique et l'espace même occupé par ces populations-là, au moins, parfois ça n'a pas tenu compte de la règle de la planification, il y a des questions. Je prends le dernier cas, celui de Bonamoussadi. Il est dit très clairement qu'à côté des stations-service, des habitations en hauteur ne doivent pas être faites. Mais vous voyez, à côté d'une station-service, il y a des immeubles qui sont faits en hauteur. S'il y a un pépin, comment on s'en sort? Donc il y a ces questionnements-là que l'on pose à suffisance et dans lesquels les insuffisances des dispositions légales permettent à ceux qui sont généralement en fonction de le faire. Le dernier élément qu'on dit, c'est que, bien entendu, au grand dialogue national, il a été dit, et jusqu'à maintenant n'est pas implémenté, que les maires doivent participer de la rétrosection des espaces dans leur circonscription de compétences. Et je pense qu'en ce sens-là, mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que ce sont ces propres maires qui aujourd'hui occupent cet espace. Ça veut dire qu'ils peuvent en même temps demander quelque chose qu'on leur retrocède et c'est les premiers à foutre eux-mêmes le désordre. Je pense que c'est cette incongruité-là qui pose problème dans la ville de Douala. Oui, merci, Lerzipan. S'il te plaît, rapidement. Non. Rapidement. 30 secondes. Oui, je voudrais dire que un manager sur la technologie, sur les mouvements de l'environnement, un manager prend les risques. Un manager prend les risques. Ne pas respecter une disposition légale pour atteindre un objectif, c'est une prise de risque. Et lorsque vous êtes en situation de management, vous devez prendre des risques parce que vous ne pouvez même pas innover. C'est ça. Si vous êtes faire le séminaire à tes camarades. Vous ne pouvez pas innover si vous êtes enfermé. C'est beaucoup plus eux qui ont besoin. Ils ont beaucoup plus besoin. Merci, Joseph René. Tes camarades ont plus besoin. Merci, Lerzipan. Merci à vous. Emmanuel Bon Afana, merci d'être venu. C'était votre première. Madame, monsieur, rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Colbisson.